Bonsoir. Merci beaucoup à Isabelle Pantène pour sa généreuse présentation, que je ne mérite pas bien sûr, et qui est le fruit d'une fréquentation et d'une amitié dans le champ de la recherche et de la vie. Et merci aussi au directeur de l'École normale supérieure, M. Marc Mézard, que ce soir est ici. Pour moi, c'est un grand honneur, parce qu'au fond, il prend en considération d'une façon très sérieuse une des deux colonnes de l'emblème qui représente l'École normale supérieure, c'est-à-dire les sciences, et de l'autre côté, la colonne des sciences humaines. Et je voudrais remercier de tout cœur. Je vois ici une salle où je retrouve des amis, des maîtres, des personnes qui ont été vraiment très importants dans mon parcours de recherche et dans mon parcours parisien. Voilà. Donc je partirai tout de suite, disons, du sujet de cette conversation de ce soir. Nourrir le corps, nourrir l'esprit. Vous savez que bientôt il y aura l'exposition mondiale sur l'alimentation à Milan, et donc cette conférence se place dans ce cadre qui a été, comment dire, voulu aussi par la Fondation Feltrinelli en Italie, qui a donné aussi une bourse de recherche à un jeune chercheur de l'École normale supérieure pour travailler dans cette direction. Bien, donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet que je traiterai ce soir, je voudrais partir d'une citation extraite d'un ouvrage de Beroald de Verville, « Le moyen de parvenir ». L'auteur imagine un banquet fastueux dont les convives, presque 400 invités, sont des personnages fameux, bien sûr, Hésiode, Pythagore, Lucrèce, Rabelais, mais aussi des personnages tout à fait inconnus. Un convive, dans ce contexte hilarant, se rappelle un riche banquet de mots consommés au cours d'un voyage en Espagne. Voilà la première citation. Les paroles y étaient apprestées en toutes sortes. Il y en a voix de couverte en mode de paste de venaison. Il y en a voix de rassise pour manger avec du pain frais. Le menu étoile de ces petites paroles, syllabes et lettres que l'on mange en poésie et en prose, certainement, ils nous en firent bonne chère. Mais cela, pourtant, nous passoit apostrophiquement par la bouche. Oui, Beroald nous offre un éloquent exemple de la façon dont, à table, on peut éprouver un double plaisir. Celui, bien sûr, de goûter les mets, mais aussi celui de goûter les mots. Savoir et savoir se fondent au point que la nourriture devient culture et que le mot devient nature. En tout cas, c'est important de le souligner, nourriture et parole, mets et mots passent de toute façon par la bouche. Par la bouche se nourrit le corps, c'est là que sont mâchés ces aliments. Par la bouche se nourrit l'esprit. Et j'entends esprit au sens de mens, c'est-à-dire comme principe immatériel, sans rien de transcendant dans cette notion. Donc, par la bouche se nourrit l'esprit, parce que la bouche est l'organe, comme vous savez bien, de la phonation. Elle participe à la production du langage. Il suffirait de lire le bel ouvrage de Michel Jeanneret, consacré au rapport nourriture-parole au temps de la Renaissance, pour retrouver une profonde analyse des textes et d'auteurs les plus importants. Il me semble tout à fait inutile de rappeler que dans le monde classique déjà, le symposium est lié par excellence à une double fonction. On retrouve là l'esprit et le corps. Donc on retrouve la mens et le corps
qui interagissent profitablement. Du banquet de Platon au Saturnal de Macrobe, des propos de table de Plutarque au banquet des sophistes, des hypnosophistes d'Athénée, sans oublier naturellement l'épique festin de Trimalcion dans le Satyricon de Pétrone, où la matière gastronomique devient une occasion pour peindre les traits saillants d'une époque et une conception toute particulière des genres et de la littérature même. Donc, à table, on se nourrit, on s'alimente, sans aucun doute. Mais ça serait une très grosse erreur, à mon avis, de privilégier seulement la dimension physiologique au détriment de la dimension intellectuelle ou vice-versa. Et à ce sujet, je voudrais vous offrir quelques délicieux échantillons du champ métaphorique remarquable, champ métaphorique, je dirais, en commun à l'assimilation alimentaire et à l'assimilation culturelle. Il y a toute une série de verbes, par exemple, assimiler, digérer, nourrir, ruminer, dévorer, boire, rassasier, repaître, sustenter, pour ne donner que quelques exemples, peuvent faire référence à la nourriture pour le corps et à la nourriture pour l'esprit. Combien de fois nous on dit j'ai dévoré un livre, j'ai digéré une poésie ou chose pareille. Et sans parler du banquet de Dante et du pain des anges qui sert à nourrir l'intellect, je voudrais seulement vous présenter quelques exemples entre humanisme et Renaissance pour aiguiser, comment dire, l'appétit, comme cela se fait avec un hors-d'œuvre digne de ce nom. Donc, je voudrais partir avec une belle hors-d'œuvre cette fois-ci, et c'est une citation des lettres Familiarum Rerum de Pétrarque. Pétrarque adresse à Boccace, en octobre 1539, une lettre où il raconte qu'en dévorant les classiques, il les a digérés au point de les avoir totalement métabolisés. J'ai lu ce qui est dit chez Virgile, chez Horace, chez Boèce, chez Cicéron. Non pas une seule fois, mais 1000. Non pas en passant, mais en réfléchissant à leurs propos avec toute l'attention d'esprit dont je suis capable. En somme, je me suis nourri le matin de ce que j'allais digérer le soir. J'ai consommé dans ma jeunesse ce que j'allais assimiler à un âge plus avancé. Et toutes leurs réflexions me sont devenues si familières, elles se sont tellement infiltrées, non seulement dans ma mémoire, mais dans tout mon être, elles sont à tel point devenues miennes que même si je ne devais plus les relire au cours de ma vie, elles demeureraient en moi en plongeant leurs racines dans la partie la plus intime de mon âme. Ça, c'est une traduction diversante, donc je voudrais le remercier. Eh bien, dans une autre célèbre correspondance, cette fois-ci on est dans un niveau de style différent, la correspondance de Machiavel, l'auteur du Prince, bien connu. Là, Machiavel raconte sa journée type en exil dans sa propriété de l'Albergaccio. Un modeste repas de midi chez lui, puis l'après-midi à l'auberge perdu dans des futilités. Voilà ce qu'il dit. Après le repas, je retourne à l'auberge. Il y a là l'aubergiste et d'ordinaire un boucher, un meunier, deux chauffourniers. Avec eux, je m'encanaille tout le restant de la journée à jouer aux cartes, au tric-trac, et de ce jeu naissent 1000 contestations et d'innombrables disputes, ponctuées de paroles injurieuses. La plupart du temps, on se bat pour un sou, et pourtant, on nous entend crier jusqu'à San Casciano. Ça, c'est la première partie de la lettre.
Le soir, au contraire, un somptueux souper intellectuel attend Machiavelli en compagnie de ses classiques préférés. Le soir venu, je m'en retourne chez moi et je pénètre dans mon cabinet de travail. Et sur le seuil, je me dépouille de mes vêtements de la journée, couverts de fange et de crasse, et je passe des habits dignes de cour royale et pontificale. Et ainsi, décemment vêtu, je pénètre dans les cours antiques des hommes de l'Antiquité. Là, affectueusement accueilli par eux, je me repais de la nourriture qui solum est mienne et pour laquelle je suis né. Là, je n'éprouve nulle honte à parler avec eux et à les interroger sur les raisons de leurs actions. Et eux, avec l'humanité qui leur est propre, ils me répondent. Et pendant 4 heures de temps, je n'éprouve pas le moindre ennui. J'oublie tous mes tracas. Je ne crains pas la pauvreté. La mort ne m'effraie point. Je me transporte tout entier à eux. Eh bien, la même métaphore de la nutrition par les livres est adaptée à l'écriture dans le Ciceronianus d'Erasme. Sans lecture, il ne peut y avoir d'imitation créatrice, dit Erasme. Les lectures sont digérées, puis deviennent autre chose, comme cela se passe chez les abeilles. C'est un topos très répandu dans la littérature, mais je voudrais quand même lire ce morceau. Il te faut digérer ce que tu as avalé dans tes longues et diverses lectures, puis le faire passer par la réflexion dans les veines de ton esprit, plutôt que dans ta mémoire ou dans ton carnet. De la sorte, ton génie propre, saturé de toutes sortes de nourriture, produira de lui-même un discours qui n'aura pas l'odeur de telle ou telle fleur, d'une verdure ou d'une herbe quelconque, mais embaumera des qualités et des sentiments de ton cœur à toi, de manière que celui qui te lira ne reconnaîtra pas des fragments extraits de Cicéron, mais l'imagine d'un esprit plein de toute espèce de science. Ce sont là des réflexions qui nous rappellent comment, dans le banquet de la Renaissance, il est possible de retrouver cette unité du corps et de l'esprit sur laquelle se fonde véritablement la nature humaine. Une unité que Michel de Montaigne rappelle éloquemment dans une des très belles pages de ses essais. Je voudrais la lire. Mais quant à la philosophie, à la partie où elle traite de l'homme, de ses devoirs et offices, ça a été le jugement commun de tous les sages que pour la douceur de sa conversation, elle ne devait être refusée ni au festin, ni au jet. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse, c'est un homme. Il n'en faut pas faire à deux. Et comme dit Platon, il ne faut pas les dresser l'un sans l'autre, mais les conduire également comme une couple de chevaux attelés à même timon. Il faut regarder l'homme donc dans son intégralité. Exclure le corps pourrait faire courir le risque de glisser vers une dimension purement ascétique. Exclure l'esprit, la mens, pourrait nous faire glisser vers une dimension purement bestiale. Briser l'unité en privilégiant exclusivement un des deux pôles signifierait perdre de vue le rapport avec la vie, signifierait effacer la dimension sociale, signifierait perdre de vue l'horizon civique, qui est très important aussi dans plusieurs textes que je viens de lire. Dans de nombreux textes de la culture de la Renaissance, le banquet devient l'expression de ce nécessaire équilibre. À table, à travers la contamination de nourriture et parole, la contamination des mets et des mots, non seulement s'exprime l'appartenance à un groupe social spécifique, mais s'expriment aussi des conceptions de la langue
et de la littérature, de la vie et du monde qui nous entoure. Une table dressée se prête parfaitement à décrire aussi la nature des genres littéraires. La mise en scène d'Aimé traduit au plan de la poétique les traits caractéristiques, les choix stylistiques, l'horizon idéologique de tel ou tel texte littéraire. Je voudrais citer Ronsard. Dans la salle, il y a des grands experts comme Jean Séard, Daniel Ménager, Isabelle Pantin. Et Ronsard, par exemple, présente à ses lecteurs du discours d'émissaires de ce temps une table dressée, fortement caractérisée par la présence des opposés. Mon livre est ressemblable à ces tables friandes qu'un prince fait charger des diverses viandes. Le mets qui plaît à l'un, à l'autre est déplaisant. Ce qui est sucre à l'un est à l'autre cuisant. L'un aime le salé, l'autre aime la chair fade. L'un aime le rôti, l'autre aime la salade. L'un aime le vin fort, l'autre aime le vin doux, et jamais le banquet n'est agréable à tout. Je pense que c'est des vers magnifiques pour faire comprendre aussi la grande variété, la capacité qu'avait Ronsard de toucher différents genres littéraires et surtout de renouveler d'une certaine façon la conception des genres et de la littérature. La même typologie de banquet fondée sur la variété est évoquée par exemple par Du Bellay pour décrire la riche offre présente dans son chansonnier. J'ai toujours estimé la poésie comme un somptueux banquet où chacun est le bienvenu et n'y force personne de manger d'une viande ou boire d'un vin, s'il n'est à son goût, qui le sera possible à celui d'un autre. Donc, les diverses formes de banquet ont un succès particulier dans les dialogues de la Renaissance. Un genre, parmi les genres, disons, plus répandus, qui a eu une grande fortune. Par exemple, dans le dialogue courtisan du début du XVIe siècle, la métaphore du banquet s'accorde parfaitement avec l'équilibre classique. Je vais donner un exemple. Dans les Asolins de Pietro Bembo, 1505, l'intérêt des interlocuteurs du dialogue se concentre seulement sur un ou deux plats pour confirmer la nécessité de ne privilégier qu'une seule vérité, un seul style. Vous savez que Bembo, à travers les proses de la Volgarlingua, théorise en Italie le modèle pour la poésie Pétrarque, le modèle pour la prose Boccace. Et donc pour Bembo, doit exister seulement un modèle, et un modèle qui soit éternel. Eh bien, il dit, nous pourrions faire dans notre discussion ce que nous faisons en déjeunant et en dînant aux tables de notre reine dont nous avons récemment parlé. Car parmi toutes les sortes de mets et de beuvages qui nous sont servis, nous nous attardons à un ou à deux, et nous nous en rassasions, et nous ne goûtons et nous savourons de toutes les autres, pour du moins faire honneur au banquet que quelques coupes ou quelques tailloirs. De même maintenant, nous contentons pour notre discussion de nous répéter des douceurs des deux premiers sens et de celles de la pensée pour celles des autres sens, si elles se présentent devant nous, après y avoir goûté et apprécié leur saveur, nous ne laisserons poursuivre leur chemin au petit bonheur. Donc, pour Bembo, il ne faut pas avoir une table avec beaucoup de choses. Il faut avoir une table avec un de plats forts. Et vous pouvez imaginer, aux antipodes se situent les dialogues obscènes de l'Arétin où le banquet est métaphore de l'art putanesque. La nanna, la prostituée, explique comment on peut aiguiser l'appétit du client en lui présentant l'hors d'œuvre les meilleurs, qui lui laisse imaginer la saveur des plats suivants. Regardez le style comme change beaucoup. Mais comme j'imagine ma causerie, vous connaissez le dialogue de la nanna et de la pipe, c'est la mère qui apprend à sa fille l'art
putanesque. Donc, elle doit prendre tout. Et aussi comme il faut se comporter à table. Mais comme j'imagine ma causerie sous la forme d'un banquet de plusieurs sortes de mets et que je n'ai jamais été majordome, je ne sais quoi te servir pour commencer. D'autre part, bien que le hors-d'œuvre soit fait pour aiguiser l'appétit, moi j'aime, quand je mange, commencer par le meilleur. Alors, te voilà, comme en premier pas, une des traîtrises les plus achevées que j'en réserve. Car, chez une femme aussi, un joli minois est la première chose qui s'offre aux yeux des gens. Donc, comme vous voyez, il y a toute cette relation entre le banquet et le comportement qu'il faut avoir avec le client, le courtisan, entre guillemets. Mais le moment est venu d'abandonner les entrées que nous venons de goûter pour passer à un seul plat, cette fois-ci un plat de résistance. Je voudrais vous montrer comment le thème de la nourriture et du banquet peut devenir l'expression d'une pensée philosophique, révolutionnaire, transgressive, irrévérencieuse. J'ai voulu consacrer cette seconde partie à un auteur qui m'est très cher, qui s'appelle Giordano Bruno, comme vous savez. Les métaphores alimentaires assument une grande importance dans la conception de Giordano Bruno de la philosophie et du dialogue, dans la conception de la langue et de la littérature. Et je voudrais relire avec vous certaines pages de ces œuvres italiennes très peu fréquentées par la critique brunienne. Ce n'est pas un hasard si un des piliers de la philosophie brunienne est un dialogue intitulé La cena delle ceneri, le souper des cendres, dont Yves Versant a fait une traduction remarquable. Le premier des dialogues italiens, Londres, 1584. C'est le premier mouvement d'une philosophie qui voudrait libérer la terre des chaînes du géocentrisme et libérer les êtres humains des chaînes des fausses hiérarchies. Vous savez très bien que Bruno est le premier véritable philosophe qui s'occupe du système copernicien. Copernic écrit son livre, un livre révolutionnaire, et Bruno le comprend tout de suite, parce que Copernic, comme vous savez, le système ptoléméen était un système géocentrique. La Terre était au centre, donc l'homme était au centre du centre, c'est-à-dire au centre de la Terre. Copernic, en 1543, publie le De Revolutionibus, et Bruno est le premier philosophe qui interprète la découverte de Copernic dans une dimension tout à fait philosophique. Avant Bruno, le débat sur le De Revolutionibus était un débat enfermé parmi les mathématiciens. Il n'y avait que des mathématiciens qui s'interrogeaient justement sur les calculs que Copernic proposait pour montrer que ce n'était pas possible que la Terre était au centre. Mais Bruno, dans le souper des cendres, va au-delà, comme vous savez, de Copernic. Parce que Bruno dit, une fois que la Terre n'est plus au centre, pourquoi nous ne pouvons pas imaginer un univers où le système solaire soit un des systèmes dans un univers infini? Et alors là, Bruno dit, je suis plus copernicien que Copernic. Pourquoi il dit ça? Parce que vous savez que le système de Ptolémée est la Terre au centre, mais l'univers est fermé. Le système de Copernic est le Soleil au centre, mais l'univers est fermé, fini. Bruno va au-delà de Copernic parce qu'il comprend que la découverte de Copernic peut révolutionner tous les savoirs. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il place le système solaire dans un univers infini, Bruno se pose le problème du centre. Où est-il le centre dans l'infini? Parce que dans le système géocentrique, on sait, le centre est la Terre. Dans le système héliocentrique, on le sait, le centre est le Soleil. Mais dans un système infini, eh bien, la révolution de Bruno est capable de détruire toute hiérarchie. Pourquoi?
Parce que Bruno dit, dans l'univers infini, il n'y a pas de centre absolu. Le centre est l'individu qui regarde l'infini. Et donc, dans le système de Bruno, la fourmi la plus petite et l'astre le plus grand ont la même dignité parce qu'ils sont au même titre le centre de l'univers. Et ça a complètement bouleversé, disons, les savants de l'époque et surtout tous les systèmes de repérage et de référence. Une fois que le centre devient qui observe l'univers, nous allons le voir dans les prochaines citations. Alors, la philosophie de Bruno, donc, voudrait libérer pas seulement la Terre du système géocentrique et aristotélicien fermé, mais il voudrait libérer la littérature et la langue des règles rigides de l'aristotélisme du XVIe siècle. Mais quel genre de banquet Bruno propose-t-il dans le souper des cendres à ses lecteurs? Nous allons le voir. Non, c'est un banquet à la fois grandiose et humble, magistral et estudiantin, sacrilège et religieux, allègre et colérique, âpre et enjoué, maigrement florentin, grassement bolonais, cynique et sardapanalesque, badin et sérieux, grave et burlesque, tragique et comique. Ça, c'est du Rabelais pur, hein, dans les listes, vous allez voir. Au point qu'il vous donnera plus d'une occasion, je crois, de vous sentir héroïque et désemparé, maître et disciple, croyant et mécréant, gai et triste, saturnin et jovial, léger et pesant, canin et gaillard, narquois comme un singe et grave comme un consul, sophiste avec Aristote, philosophe avec Pythagore, prêt à rire avec Démocrite et à plairer avec Héraclite. Je veux dire qu'après avoir humé les mets avec péripatéticiens, mangé avec pythagoriciens, bu avec les stoïciens, vous pourrez encore lécher les plats avec celui qui, en montrant les dents, riait de si gracieuse manière que sa bouche se fendait d'une oreille à l'autre. Donc là, vous voyez, c'est la première page du souper des cendres. Là, vous avez tout un programme philosophique là derrière. Bruno emploie, tout à l'heure le citait Isabelle Pantin, le symbole du silène. Eh bien, le silène revient plusieurs fois dans les textes de Bruno. À l'extérieur, vous avez la figure ridicule. Vous ouvrez les silènes, vous trouvez à l'intérieur le précieux trésor, ou bien, comme disait Rabelais, la drogue précieuse dans la boîte. Bruno, on le voit clairement, met en scène une table qui ressemble à une corne d'abondance. D'abondance de quoi? De contraires, bien sûr. La liste des couples de contraires veut donner une vision anticipée du monde dans laquelle sont finalement renoués les liens brisés entre ciel et terre, forme et matière, sensible et intelligible, corps et esprit, philosophie et vie. Ces opposés retrouvent dans une nouvelle identité, dans un univers unitaire, homogène et infini, une nouvelle description, une nouvelle définition. Sur le plan cosmologique, Bruno montre l'erreur d'Aristote et de Ptolémée, qui ont séparé le ciel et la terre. Vous vous rappelez bien, dans la théorie d'Aristote, il y avait le monde sublunaire, imparfait, et le monde céleste qui était parfait. Et bien, Bruno dit, le monde sublunaire et le monde céleste sont faits de la même matière. Et ils sont soumis aux mêmes règles. Ça, c'est une grande révolution dans les théories de l'époque. Sur le plan de la littérature, Bruno nous dit, ce n'est pas vrai la séparation rigide qu'Aristote nous avait proposée entre le sérieux et le comique, la tragédie et la comédie. Une même scène peut être vécue et perçue de façon différente. Dans la comédie de Bruno, Le Chandelier, il y a un personnage qui s'appelle Scaramuré, qui à un moment donné dit, prononce cette phrase, à mon avis très importante, je cite, «
votre comédie est bien jouée, encore qu'il s'agisse plutôt, de leur point de vue à eux, d'une pénible tragédie. Combien de fois nous voyons aussi aujourd'hui la même scène être une tragédie pour certains et une chose comique pour d'autres. Et donc Bruno comprend que c'est difficile de séparer tragédie et comédie dans le théâtre de la vie et dans le théâtre du monde. Quant à la séparation entre le sérieux et le comique, pour Bruno vaut le même discours, c'est-à-dire Bruno inscrit la philosophie dans la comédie et il inscrit la comédie dans la philosophie. La comédie, donc l'unique texte qu'il a écrit, Le Chandelier, anticipe certains thèmes philosophiques que Bruno développera dans les 6 dialogues qu'il publie à Londres tout de suite après, tandis que les dialogues mettent parfois en scène la philosophie sur un mode comique. Nous allons le voir. Là où il y a des moments très denses de la pensée de Bruno, là où Bruno nous propose une nouvelle idée, une nouvelle réflexion, il le fait toujours avec une scène comique. Bien. Quant à la variété qui domine la conception brunienne de la philosophie, donc, de la nature, de la littérature, nous allons la retrouver encore une fois dans la métaphore du souper comme genre dialogique, tel que Bruno la met en scène dans le De la cause, qui est un dialogue qu'il publie toujours à Londres. Ne vous en étonnez pas, mon frère, car cela ne fut pas autre chose qu'un souper où les cerveaux se trouvent gouvernés par les passions, telles qu'elles les suscitent en eux l'action des saveurs et des vapeurs des boissons et des mets. De ce que peut être le souper matériel et corporel découle donc logiquement le souper verbal et spirituel. Le souper dialogique comporte donc des parties aussi diverses et différentes que celles que comporte d'ordinaire l'autre souper. Et le premier a des conditions, des particularités et des moyens aussi personnels que ce que peut avoir le second. Dans un cas, comme l'ordinaire et comme il se doit, on trouve habituellement des salades et des plats, des fruits et des ordinaires, de la cuisine et des épices, de la nourriture par les bien portants et par les malades, des aliments froids et chauds, crus et cuits, d'origine aquatique et d'origine terrestre, domestiques et sauvages, rôtis et bouillis, mûrs et verts, de plats de résistance ou de plats pour gourmets, substantiels ou légers, salés ou insipides, nature ou sucré, aigre ou doux. De même, dans l'autre cas, par une espèce d'enchaînement, sont apparues ces contradictions et ces diversités, appropriés aux estomacs et aux goûts contraires et divers de ceux à qui il peut plaire d'assister à notre symbolique banquet. Il ne doit y avoir personne qui puisse se plaindre de s'y être rendu en vain. Et celui qui n'aime pas telle chose doit pouvoir prendre telle autre. Le dialogue philosophique, donc, vous l'avez vu dans la citation, veut rassembler à une grande table dressée sur laquelle la variété des aliments renvoie à la multiplicité des choix possibles, à la nécessaire coexistence des opposés, à la multiplicité de voix et d'opinions qui caractérisent les dialogues de Giordano Bruno. Mais Bruno élabore cette analogie avec de nouvelles réflexions métaphoriques. On peut retrouver dans ce riche et symbolique banquet les mêmes mésaventures qui peuvent parfois connaître les commensaux durant leur repas. Le souper dialogique, donc, comporte, au même titre, autant de risques que le souper matériel. Même dans un banquet, la joie a pour compagne la douleur et le plaisir peut céder le pas à la souffrance. Tu verras qu'en cela non plus, notre souper ne diffère pas de nôtre, quel qu'il puisse être. De même, donc, que dans un cas, au beau milieu du repas,
ou bien tu te brûles avec une bouchée trop chaude, de telle sorte qu'il faut la recracher ou la promener sur le palais en plairant et en larmoyant, jusqu'à ce qu'il soit possible de lui donner cette maudite poussée pour la faire descendre dans l'ésophage, ou bien tu as une dent qui s'engourdit, ou bien tu te mords la langue en même temps que ton pain, ou bien c'est un petit caillou qui se brise et se colle entre tes dents pour te faire rejeter toute la bouchée, ou bien c'est un poil, un chevet du cuisinier qui se colle à ton palais pour te faire presque vomir, ou bien c'est une arête de poisson qui te reste dans le gosier pour te faire délicieusement tousser, ou bien c'est un petit os qui se met en travers de ta gorge, risquant de te faire suffoquer. De même, notre souper a-t-il comporté pour notre déplaisir à tous des faits équivalents et analogues. Imaginez-vous pour un moment le dialogue entre Bruno, copernicien, et les pédants de Oxford qui soutenaient le système géocentrique. Et dans le dialogue, vous avez quand même des effets très comiques de ce débat. Et donc, combien d'arêtes de poissons ils se sont percés, disons, dans la bouche des pédants de Oxford. Bien, donc, Bruno nous fait comprendre, grâce à la force corrosive du comique, qu'il serait vain de tracer des lignes de démarcation nettes et fermes entre les domaines de la littérature, de la philosophie et de la nature. Donc, abolition des frontières dans la cosmologie, refus des cloisonnements dans la poétique, destruction des barrières dans la gnoséologie, l'univers de Bruno, en chacun de ces aspects, apparaît totalement unitaire et homogène. Il n'y a pas donc seulement mélange des genres, dialogue et comédie, mais aussi et surtout peut-être mélange de savoir. Si d'autre part, la multiplicité et la diversité des propositions cousues ensemble dans ce livre, vous avez l'impression qu'il s'agit là moins de science que d'une mixture de dialogue, de comédie, de tragédie, de poésie, d'éloquence, qui tantôt loue, tantôt blâme, tantôt démontre et enseigne, qui touche tantôt à la physique et tantôt à la mathématique, tantôt à la morale et tantôt à la logique, bref, qui arrache un lambeau à toutes les sortes de sciences. Donc là, vous savez, encore une fois, cette image de Bruno. Eh bien, Bruno sait bien que la pluralité et la différence dans sa vision du monde ne sont pas considérées comme des obstacles. Et il faudrait étudier ça aujourd'hui parce qu'il y a certaines qui pensent qu'un monde pluriel, c'est un monde horrible. On a horreur de la multiplicité. Moi, je pense qu'au contraire, que la multiplicité, c'est une richesse de l'humanité. Et Bruno, ça, l'a très bien compris. Bruno sait bien que les relations qui s'établissent entre les commensaux à table ont une profonde valeur sociale. Et c'est probablement pour ça que Bruno joue avec les mots en créant un nouveau terme en italien. Je l'ai découvert pendant que je préparais cette conférence. J'ai découvert que Bruno emploie un mot pour la première fois dans la littérature italienne que personne n'avait employé avant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute au mot convito, que c'est le mot banquet comme vous savez, un T de plus. Et le mot convito, avec deux T, je vais trouver la citation. Voilà. J'ai laissé l'italien aussi, comme ça vous pouvez le voir. Tu as raison de dire, Sophia, qu'on ne doit accepter aucune loi qui n'ait pour but la réalisation de la société des hommes. Bene dice, Sofia, che nessuna legge che non è ordinata alla pratica del convitto umano deve essere accettata. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que Bruno, pendant les guerres de religion en France, se rend bien compte. Et moi, j'ai écrit un petit livre pour montrer comment Bruno avait lu
et peut-être utiliser les mêmes mythes sur lesquels Ronsard avait travaillé dans les années 60. Ce livre est sorti avec une très belle préface de Jean Séard, qui a enrichi aussi les arguments que j'ai apportés. Eh bien, Bruno se rend compte que la religion, s'y devient une façon de faire la guerre entre les frères et entre les hommes, perd sa fonction principale. Qu'est-ce qu'il imagine Bruno dans l'explosion de la bête triomphante? Jupiter convoque les dieux pour rétablir les liens entre religion et société civile. Les liens rompus par la barbarie des fanatiques. Et pendant un banquet céleste, il y a toujours un banquet, Jupiter explique que le mot religion est dérivé étymologiquement du verbe latin religare, donc lier, nouer, et que sa fonction est surtout une fonction civile. La religion doit être donc un ciment social, un ciment qui relie l'homme à l'homme et non pas l'homme à Dieu. Et là-dessus, sur Ronsard, Daniel Ménager a écrit des pages vraiment remarquables. C'est pour ça que Bruno, dans sa vision du monde, comprend très bien qu'il y a une relation entre mets et communauté, entre alimentation et fonction sociale de l'alimentation. Et ce n'est pas un hasard que la gargote du Cerrillo à Naples devient, dans le Chandelier et sa comédie, le lieu par excellence du théâtre du monde. La bagarre qui éclate dans cette gargote révèle l'énorme difficulté qu'il y a dans la vie et dans le théâtre à établir des distinctions nettes entre les contraires sur la scène du théâtre du monde. Les gens ont accouru en foule, les uns pour se goberger, les autres pour s'attrister, les uns en larmes, les autres hilars, les uns pour prodiguer des conseils, les autres des espérances, les uns tirant une mine comme ci, les autres une mine comme ça, les uns s'exprimant d'une façon et les autres tout autrement. Comédie et tragédie se montraient ensemble. Certains carillonnaient et d'autres sonnaient le glas. En somme, si l'on veut savoir comment le monde est fait, on se devrait d'avoir été de la partie. C'est intéressant que dans le microcosme d'une gargote, nous retrouvons sur cette scène les grandes choses qui nous font comprendre la vie et le monde. Bien, je suis en train de conclure. Mais Giordano Bruno et certains auteurs de la Renaissance savent bien que nourrir ne signifie pas seulement alimenter le corps, mais signifie aussi éduquer, élever l'esprit. Cette double opération trouve dans le banquet une éloquente mise en scène, car l'affirmation selon laquelle, je cite, nous devenons ce que nous mangeons, n'est pas seulement vraie sur le plan physiologique, elle l'est aussi sur le plan intellectuel. Nous sommes le fruit d'une éducation faite de livres, de mots, d'images. Si notre nourriture se compose de beauté facile, je cite ici une très belle formule, une expression qui m'a beaucoup frappé de Tocqueville en décrivant la situation aux États-Unis et l'Amérique. Tocqueville est impressionné par la force de la technologie, par la capacité des Américains de faire progresser les choses et le savoir dans les techniques. Mais il se pose un problème. Il dit attention, parce que si nous allons construire une société où l'homme n'a plus de temps pour s'occuper des choses soi-disant inutiles, c'est-à-dire de la littérature, de la poésie, de la philosophie ou d'autres choses, nous allons créer une société qui peut facilement glisser dans la barbarie. Alors, quelle est l'idée de beauté facile? Les beautés faciles sont les livres, par exemple, qu'on peut lire à grande vitesse, les livres qui ne demandent pas des efforts pour être compris, et des livres qu'après qu'on l'a lu, on laisse complètement rien, le vide total.
et vous savez que c'est de quoi je parle aujourd'hui, des livres aussi qui ont un certain succès mondial. Eh bien, des beautés, disait Tocqueville, faites pour satisfaire des besoins superficiels, eh bien, si nous allons nourrir l'humanité seulement de beauté facile, alors l'humanité, comme je disais tout à l'heure, glissera facilement dans la barbarie. Le projet de l'Expo 2015 ne pourrait connaître le succès s'il néglige, ne pourra connaître le succès s'il néglige cet autre sens du verbe nourrir. Il est légitime de se demander s'il est possible d'assurer, comme ils font, en quantité suffisante, une alimentation saine et de qualité qui puisse atteindre ses objectifs. Mais la question ne pourra trouver des réponses correctes si l'attention se concentrera exclusivement sur les aspects commerciaux et économiques, sur l'agriculture et son développement. Les textes que nous avons lus ce soir, ces grands textes classiques, nous invitent à considérer les mots et la culture comme un aliment fondamental pour l'homme et pour la société dans laquelle l'homme vit. Ces textes nous invitent à considérer la variété, la pluralité comme le liquide amniotique idéal dans lequel doit baigner la vie en commun. Ces textes nous invitent à considérer que tout discours sur la qualité alimentaire doit aller de pair avec un discours sur les qualités de la nourriture intellectuelle. Comme disait Montaigne, ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse, c'est un homme. Briser cette unité signifierait barbariser l'humain. Malheureusement, en cette époque de crise économique, toute l'Europe souffre comme nous savons, nous avons plus d'une fois entendu, et en Italie surtout, des ministres et des hommes politiques affirmer, je cite, que la culture ne nourrit pas son homme. Vision brutale et grossière des choses, qui rappelle l'attitude d'un pouvoir qui, prenant appui sur ce qui paye au prix fort les inégalités sociales, invite à subordonner la culture aux besoins du ventre. Mais aux démagogues et aux populistes qui ont détenu le pouvoir et que malheureusement parfois continuent à le détenir, Victor Hugo, en 1848, a opposé une réponse très éloquente. Dans un discours tenu, un discours qui, quand je l'ai lu, il m'a fait sauter sur le fauteuil, parce que j'ai dit, mais il l'a écrit hier, ce discours. Eh bien, ce sont des années qu'il l'avait écrit avant. Dans un discours tenu devant l'Assemblée constituante, confronté aux coupes budgétaires imposées aux écoles, aux universités, aux collèges de France, aux grandes bibliothèques, aux grandes institutions de recherche en France, Hugo rappelle justement qu'en temps de crise économique, il importe de multiplier par 2 les crédits alloués à l'instruction et à la culture, parce que la crise économique est toujours la fille d'une crise morale. Mais si je vais ardemment, passionnément, le pain de l'ouvrier, le pain du travailleur, qui est mon frère, à côté du pain de la vie, je vais le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie. Je vais multiplier le pain de l'esprit comme le pain du corps. Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. Espérons que ce mot du grand écrivain français puisse être inscrit sur les frontons des pavillons de l'Expo 2015 pour éclairer les hommes politiques aussi bien que le visitaire. Merci.